Salut. Bonjour. Привет. Agnon. Bon dia. Bienvenue à tous sur les podcasts d'En Chemin. Je m'appelle Tiara et je suis animatrice sur ce projet de podcast qui a été mené sur 1 an avec le foyer Invia. Donc je suis accompagnée pour ce premier tour de Narges, Colline et Bladi. Et ce que je voulais faire pour cette table ronde devant vous, c'est de la découper en 2 parties. La première partie, elle va demander de répondre à cette question qui est: quels sont aujourd'hui vos rêves, espoirs et envies ? Parce que j'avais envie qu'on commence sur une note positive et aussi montrer que des jeunes, peu importe les difficultés qu'ils ont vécues, on a tous des envies, des espoirs et des rêves dans la vie. On a tous envie d'aller quelque part et c'est ça qui compte le plus parce que c'est avec ses rêves, c'est avec ses espoirs, c'est avec ses envies qu'on avance, c'est avec ses envies, ses rêves, ses espoirs qu'on guérit et c'est avec ses envies, ses espoirs et ses rêves qu'on rencontre. Donc comme nous on s'est rencontrés il y a 1 an, je voulais conclure justement avec cette belle question qui permettra à tout le monde de vous connaître un petit peu plus comme moi j'ai eu la chance de vous connaître. Si vous voulez commencer par vous introduire et puis par répondre à la question, Narges, tu es invitée à le faire aussi. Je m'appelle Narges Amran, je suis chef de service du service en chemin, donc de la semi-autonomie des foyers Invia. Donc, nous accompagnons des jeunes âgés entre 17 ans et demi et 21 ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Majoritairement des jeunes qui ont déjà eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Donc, pour le service, c'est d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent devenir, comme on dit souvent, autonomes, mais surtout qu'ils puissent être des citoyens à part entière, qui puissent avoir leur choix, leur vision du monde, qui puissent subvenir à leurs besoins et pouvoir réaliser leurs rêves. Voilà. Merci. Je m'appelle Colline, j'ai 22 ans, j'ai été en foyer pendant 6 ans à peu près. Et je trouve que le foyer, c'est quand même une très bonne solution pour se remettre un peu en piste, quoi. Continuer nos projets. Et quels sont tes projets aujourd'hui, Colline ? La musique que j'essaie de faire pour un jeu vidéo. Et ouais, c'est à peu près tout pour le moment. Ouais, bonjour, moi c'est Bladi, je suis en foyer service en chemin, ça fait 1 an. Et je dirais que les foyers m'ont fait sortir des capacités que moi-même j'ignorais que j'avais. Et grâce au foyer, je peux dire que je suis forte à affronter les pertes de l'avenir. Et pour moi, mon projet, c'est de devenir audit. Parce que j'ai fait gestion administrative pour aller faire la comptabilité ou le finance après. J'ai une question par rapport à vos projets professionnels. Donc toi, tu veux travailler dans l'audit et toi, Colline, tu aimerais travailler en tant que productrice de musique pour les jeux vidéo. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien de vous accrocher à ces envies-là ? Quand on a un but défini, c'est beaucoup plus facile de rester stable sur un bon quotidien ou ce genre de choses. Si dans la journée on n'a rien à faire, pas des projets qui nous tiennent tant que ça, si c'est juste mettre au boulot dodo, au bout d'un moment la routine ça nous écrase et on a moins de joie de vivre. Et donc avoir un projet qui nous tient à cœur, c'est quand même vachement important. Et moi c'est cette envie de vivre une vie qui est toujours voulu, la vie de tes rêves. Et dire que ouais, j'ai quelque chose à accomplir, je dois me motiver même si je n'ai pas la force. Et toi, Narges, qu'est-ce que ça te fait d'entendre Colline et Bladi partager sur leurs ambitions professionnelles ? Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement touchant, étant donné que c'est vrai qu'on les accompagne pendant un certain temps, généralement, et on les voit se chercher tant professionnellement que socialement, etc. Et de les voir avoir un projet, et surtout quand ils arrivent à aboutir, quand ce projet-là aboutit, c'est vrai que c'est une certaine satisfaction et voilà aussi le but de notre travail en fait, tout simplement. C'est beau, je comprends. Ça donne vraiment du sens quand on est entouré de jeunes qui trouvent finalement une voie à suivre et puis ça vous donne un but aussi parce que vous savez comment les accompagner. Et le deuxième axe, ce serait à quoi le foyer vous a préparé et quelles sont vos peurs. Et donc, vous avez déjà répondu à la première partie qui est à quoi le foyer vous a préparé. Et la deuxième partie de la question, c'est quelles sont vos peurs. Parce que tant qu'on a l'espace de parole, je me suis dit que c'était super important de pouvoir donner des clés à vos professionnels pour qu'ils puissent justement trouver les outils qui sont nécessaires pour répondre et pour vous emmener vers la sérénité de vous réaliser personnellement. Il y a eu une grosse peur qui est arrivée quand le contrat jeune major s'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie ? Là, je suis plus en foyer, j'ai pas une très bonne situation sociale. Comment je vais trouver du taf ? Comment je vais trouver un appartement ? Comment je vais essayer de gérer mon argent ? Je vais aller où ? Je vais faire quoi de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire ?
Cette peur-là d'être jeté un peu comme ça dans la cage au lion, c'est terrifiant. Tu vois les gens autour de toi qui vont au métro, qui font leur vie, qui font leur machin. Toi, t'as aucune idée de ce que tu vas faire. Soit t'as une idée parce que t'as eu un long moment de réflexion sur ce que tu voulais faire, etc. Mais si déjà de base dans ta vie ça va mal, comment ça va aller plus tard? Donc être en foyer, c'est aussi l'opportunité de travailler sur ces trucs-là. Qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie? Quand tu auras 40 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Merci beaucoup d'avoir partagé et j'espère que ça vous donne du coup aussi la sensation peut-être en miroir. Sachez que la peur de l'avenir, c'est une peur qui est partagée par beaucoup de jeunes dans beaucoup de contextes différents parce qu'on vit dans un monde qui est quand même très normé, qui est très violent parfois. Comme disait Colline, c'est important de pouvoir trouver ce qu'on a autour de soi pour s'armer, pour avancer. Je suis sûre qu'avec tout le courage que vous avez, vous trouverez les bonnes réponses et que vous avancerez sereinement sur votre chemin. Donc merci pour le partage. Et toi, Blady, quelles sont tes peurs? Moi, mes peurs, je me dis, est-ce qu'à 21 ans, j'aurais vraiment la force et de continuer toute seule? Et je me dis, est-ce que 21 ans, c'est suffisant pour que tu prends ta vie à main toi-même et faire des démarches? Est-ce que j'aurai un taf? J'aurai un logement? Est-ce que je vais finir mes études? Tout ça, ça te rend un peu folle, quoi. Tu te dis, à 21 ans, je ne me vois pas continuer seule. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a aussi un travail d'information qui doit être plus clair de la part du foyer envers les jeunes pour les rassurer sur le fait que déjà, sachez que toutes les personnes que vous rencontrez pendant votre parcours, ils seront toujours là pour vous. Vous pourrez toujours toquer à la porte en tant qu'ancien du foyer, poser vos questions. Il y aura toujours une personne qui aura du temps à vous accorder. Aussi, il y a des paramètres à prendre en compte. Par exemple, si vous faites vos études, vous avez accès au foyer jusqu'à 25 ans. Il y a quand même des solutions, il y a des aides qui sont mises en place. Et du coup, si vous avez des peurs ou des questions, je pense que c'est intéressant, pourquoi pas, de faire des sessions d'information ou d'aller directement consulter vos éducateurs qui sont vraiment là pour vous écouter. Sachez que vraiment, ils vous encadrent et qu'ils ont vraiment envie d'être là pour vous. Donc, ne soyez pas timide et prenez confiance dans la communication que vous avez envie d'établir parce que, en fait, c'est à chacun de responsabiliser sa capacité à aller demander de l'aide. Parce que quand on est seul, c'est soit on décide, comme on l'a dit, notamment dans les extraits du podcast précédent, qu'on peut décider de rester seul ou on peut décider de prendre du courage et d'aller, même si c'est encore des efforts à faire, parce qu'on en a déjà fait beaucoup, d'aller quand même chercher les gens qui sont autour de nous. On ne le dit pas assez souvent, mais vous êtes des jeunes qui apprenaient beaucoup jusqu'à vos 21 ans, beaucoup plus que d'autres jeunes qui sont chez leurs parents. Donc vous avez tendance à peut-être avoir plus de peur parce que vous savez que à 21 ans, il y a pas de peur jeune majeur, mais contrairement à d'autres, vous êtes plus armés et vous êtes quand même, vous avez fait des démarches que d'autres n'auront jamais fait à votre âge. Donc c'est un mal pour rien, mais dites-vous que c'est quand même une force. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Donc on va reprendre ce tour de table. Donc tour de table numéro 2. Comme j'ai 2 nouvelles invitées, je vais leur demander de se présenter. Alors moi c'est Luna, je suis en foyer depuis 2 ans et ça va faire 1 an que je suis au comité parisien foyer Nvia. Je m'appelle Raïma, je suis éducatrice sur le groupe REIA. Et vous les filles donc, qui avez participé à tout le projet, présentez-vous. Et moi c'est Julie. Et moi c'est Darina. Donc je vous propose de reprendre les questions que j'ai posées au premier tour. Et puis pour vous deux, je vais aussi rajouter la question pourquoi vous avez envie de partager ça. Quels sont toi tes rêves, tes espoirs et tes envies en tant qu'éducatrice en foyer? Mon rêve c'est de donner toutes les cartes que j'ai entre mes mains pour qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent de leur vie. C'est réussir à faire mon travail pour leur permettre de eux se développer et réussir parce que c'est que eux qui peuvent faire leur projet et penser à leur avenir. Leur donner un maximum d'outils et qu'ils arrivent à entendre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? J'étais en terminale et je voulais faire droit relatif au droit de la famille et j'avais plus envie d'aller à l'école. J'ai tapé sur internet meilleur métier du monde. Et je suis tombée sur éducateur spécialisé. Je fais une journée porte ouverte. Et j'ai fait un stage en foyer d'urgence. Et après, je suis entrée dans le système. Ok, bravo et merci beaucoup. Moi, du coup, mes rêves et mes projets, c'est vrai qu'au début, je ne pensais pas être placée. Donc, j'avais un rêve, c'est de travailler en petite enfance. Mais j'ai pas pu. Donc, pour l'instant, je dirais que mon rêve, je ne sais pas encore.
Ok, tu travailles dessus. Voilà. Est-ce que ça t'inquiète? Non, pas Non, du tout, parce trop que je bien. sais que je suis bien entourée par les éducateurs et que si j'ai besoin, je peux leur demander conseil. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être au foyer, particulièrement au foyer Nvia? Déjà, contrairement aux autres foyers, j'ai remarqué qu'on est un peu plus libre sur nos mouvements, etc., enfin ce qu'on veut faire. Et les éducateurs, ils nous aident beaucoup avec aussi l'assistante scolaire Margot qui nous aide beaucoup à nous développer du coup sur nos projets, etc. À vous les filles. Du coup, je vais commencer. Moi, je suis étudiante. J'ai validé 2 années des études. Et maintenant, je passe en droit. Du coup, je suis étudiante en droit. Bravo. Mes espérances en foyer. Quand je suis arrivée, j'avais 16 ans. Je pense que c'était ça. Et j'ai même pas su qu'il existe les systèmes comme ça. J'étais prise en charge et même en les sachant pas en ces moments-là. Et du coup, j'étais bien accueillie par les éducateurs, même en sachant que j'étais étrangère, je ne parlais pas français et c'était un peu compliqué de trouver un moyen de communication avec les gens qui m'ont entourée. Mais j'étais bien accueillie quand même. Et j'espère que vous, les gens qui sont au foyer, ça va vous apporter des choses d'être dans une communauté internationale, de savoir communiquer avec les gens en âge différent. Et quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16 ans, j'ai rêvé toujours de travailler dans les organisations internationales, les Nations Unies ou bien les choses européennes. Mais après, pendant 2 années des études en France, j'ai changé mon avis. Et maintenant, j'ai bien aimé les études de droit au sein de mon université. Et j'aimerais bien continuer de travailler dans ce domaine-là. Ok. Est-ce qu'il te reste des peurs ou des sujets sur lesquels tu aimerais être accompagnée? Vas-y. En vrai, ce qui est vraiment compliqué quand tu es jeune, parce que dans mon pays, Ukraine, c'est un peu différent de choisir la fac ou les chemins pour l'avenir. Et du coup, moi, j'ai fini mon lycée quand j'avais 16 ans et je pense que c'était pas assez pour moi de vraiment comprendre ce que j'aimerais bien faire dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai changé beaucoup de filières, beaucoup de matières pour trouver ce que j'aime bien. Et je vous souhaite aussi de trouver les choses que vous aimeriez faire dans l'avenir et de vraiment suivre vos rêves. Et toi, Julie, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où est-ce que tu as envie d'aller? De quoi tu rêves pour ton demain? Je sais pas vraiment, mais une chose que je sais, c'est que le fait d'être placée en foyer, ça m'a donné cette envie un peu irrépressible d'être utile à la société et de pouvoir aider les gens autour de moi. Parce que quand on vit des situations aussi compliquées et qu'on voit des gens nous tendre la main, forcément je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant derrière ça. Le fait de se dire qu'il y a des gens qui vont dédier leur vie à aider les autres, moi j'ai trouvé ça fascinant et bouleversant. C'est un métier qui est très complexe. Il faut le reconnaître, vous avez une grande force de vivre et un grand courage pour les exercer. Et merci à vous tout simplement. Et moi je sais que c'est quelque chose qui m'a grandement inspirée parce que je pense que quand on a souffert toute sa vie, le fait de se dire que à l'inverse, on ne va pas rendre cette souffrance et on va la décompresser chez les autres, ça peut être un objectif de vie. Et je pense que j'aimerais bien que ce soit le mien. Bravo. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que dans le public, il y a des questions que vous aimeriez poser à nos invités? Dans l'un de vos podcasts, vous dites que vous avez du mal à accepter l'idée qu'on vous appelle les jeunes. Et je me suis dit que c'est une question que nous aussi on se pose. Comment vous appelez? Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous appelle, qu'on parle de vous? Quand ce sont des tranches d'âge plus petites, on dit les enfants, mais on ne va pas vous appeler les adolescents. Donc, faute de mieux, il est vrai que quand on parle de vous, on parle des jeunes. Et Tiara même dit « mes jeunes ». Merci à vous. Je pense que je vais reformuler un petit peu parce que en fait cette question elle soulève quelque chose d'important qui est de l'ordre de l'identité.
quand on fait partie d'un groupe de jeunes où il y a autant de différences au sein d'une même communauté, c'est peut-être difficile de s'identifier avec un nom commun pour tout le monde. Et puis surtout quand en étant en foyer, on sait qu'il y a une connotation assez négative et une conséquence d'être une possibilité d'être stigmatisé par l'extérieur. Je pense que le sujet relève plutôt de ça. C'est que vous n'avez pas envie d'être associé à quelque chose de négatif et vous n'avez pas envie d'être diminué. L'idée du coup de la première question, c'est de montrer qu'en fait on est normaux quand on vit en foyer ou quand on vit des situations qui sont difficiles. On grandit en toute normalité d'un être humain qui est celle de vouloir être inspiré par ce qu'il y a autour de lui, de vouloir réaliser ses rêves, de vouloir se sentir bien, de vouloir avoir une vie sereine. Du coup, oui, comment est-ce que vous vous définiriez si vous deviez vous renommer vous-même? Qu'est-ce qui vous mettrait à l'honneur, vous pensez, ou en tout cas, comment on pourrait utiliser des termes pour vous mettre en valeur? C'est une bonne question. En fait, c'est moi qui avais dit ça dans le podcast. Mais moi, quand je dis ça, c'est parce que je trouvais ça hyper impersonnel. Le fait que Tira elle nous appelle mes jeunes ou nos jeunes, et ben, je trouve que déjà, ça a une connotation qui est un petit peu plus... Il y a un petit peu plus de complicité. Et moi, ce que je voulais un peu dénoncer vis-à-vis de ça, c'était aussi que dans le cadre professionnel qu'est être un éducateur, parfois, il y a une certaine froideur qui est instaurée, qui est tout à fait normale, due à la dureté du métier, parce que quand les jeunes ils partent du jour au lendemain, si on est trop attaché, c'est compliqué pour vous aussi de casser le lien. Mais c'est vrai que pour nous aussi, on la ressent un peu, cette froideur, et parfois c'est un peu difficile du coup de vraiment creuser, travailler, vraiment se confier avec des gens avec qui on ressent qu'il y a une barrière qui est instaurée. Mais juste, mais c'est un peu mignon. Moi, je trouvais que c'est ça. Je sais pas. Je trouve que ça fait la différence. Voilà, exactement. En vrai, j'aime bien quand vous nous appelez les jeunes. Et en plus, on a tous les éducateurs référents. Et ma référente est Najette. Et du coup, ils nous appellent toujours nos petits, ma petite. Et tout ça, et c'est trop mignon. On a créé vraiment un lien entre nous. Et j'aime bien quand vous nous appelez les gens. Et plus particulièrement, peut-être mes gens. Il y a une première chose qu'on peut noter, en fait, c'est qu'il y a un besoin de créer du lien qui est assez fort. Et en fait, tant que les choses elles sont impersonnelles et qu'elles mettent de la distance, c'est désagréable. Et puis, dès que ça devient quelque chose de plus personnel et de plus affectueux, là, on se trouve confortable parce qu'en fait, on ressent qu'on appartient à un groupe où on se sent aimé. Et même si c'est des mots qui sont difficiles à dire dans les institutions, il y a de l'amour en fait dans ces milieux-là. Et vous aimez vos jeunes autant qu'ils vous aiment si vous êtes gentil avec eux. Est-ce que derrière, vous avez envie de vous réexprimer? Oui, monsieur. D'abord, je voudrais vous féliciter parce que vous avez des pensées claires, vous les articulez dans un langage pour lequel vous avez fait des efforts pour que l'interlocuteur comprenne. La plus grande difficulté qu'on a dans la vie, c'est de dire ce qu'on pense et de s'assurer que c'est bien ce que l'autre va comprendre. Donc, tous les efforts que vous faites, c'est formidable là-dessus. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez devoir les faire tous les jours de votre vie. La qualité de vos mots, quitte à attendre un peu pour dire la bonne chose, c'est absolument fondamental. Et ça, c'est une clé qui vous ouvrira énormément de portes dans la vie. Voilà. C'est vrai que en fait, la parole, le langage, c'est une des choses les plus précieuses qu'on a. Parce que c'est grâce à ça qu'en tant qu'humanité, on s'est développé. C'est le transfert d'informations. Et donc, ça passe par plusieurs manières différentes. On a des langages différents. Il y a le langage parlé, du coup, qui se traduit souvent par simplement la langue qu'on va utiliser. Mais il y a aussi le langage social. Donc le langage social, il va dépendre de votre capacité d'adaptation, la manière dont vous parlez, à qui vous parlez. Et ça, c'est une faculté qu'il faut absolument que vous commenciez à apprendre le plus jeune possible, parce qu'on fait face à des gens qui n'ont pas du tout les mêmes bagages expérientiels que nous. Et donc, c'est important de pouvoir s'adapter. Et ça, mine de rien, c'est une qualité que vous avez en vous, que vous le vouliez ou non. Ensuite, il y aura évidemment les langages corporels et tout plein d'autres manières de s'exprimer, les moyens aussi de s'exprimer, l'écriture. Voilà, donc je vous invite aussi à réfléchir sur ce sujet-là.
Nous, on a choisi la parole parce que la parole, c'est un outil essentiel pour se libérer, pour apprendre sur soi et pour apprendre des autres. C'est la clé pour apprendre à s'épanouir parmi les autres parce que, comme on disait, c'est comme ça qu'on se comprend et c'est comme ça qu'on avance parce qu'en fait, en tant qu'humain aussi, on a besoin des autres et donc utiliser la parole pour s'aider les uns les autres, c'est hyper important. L'expression de soi, c'est la clé pour la confiance en soi et la confiance en soi, c'est une armure qui est saine et solide pour affronter les épreuves de la vie et surtout pour vivre. Parce que ce qu'on oublie aussi souvent quand on a des difficultés dans la vie, c'est d'apprécier ce qu'il y a autour de nous, d'apprécier le moment présent, d'apprécier les gens qui sont autour de nous. Mais c'est peut-être ça l'essence de la vie. Donc j'espère que c'est quelque chose que vous avez en tête, sur lequel vous avez envie de passer du temps à méditer, à réfléchir. Aujourd'hui, avec notamment nos téléphones, on est tout le temps en train de faire quelque chose, on est tout le temps en train d'écouter quelqu'un d'autre. Et parfois, on oublie de s'écouter soi-même. Et en fait, s'écouter soi-même, être capable de s'exprimer avec soi d'abord, c'est une des choses les plus importantes pour avancer dans la vie parce que, comme disait monsieur, la clarté d'esprit et la clarté de ce qu'on a envie d'exprimer, c'est vraiment quelque chose qui nous donne de la force, qui est un outil essentiel pour avancer dans la vie et s'épanouir. Donc prenez du temps pour vous ennuyer, pour être face à vous-même, pour écouter votre propre parole et prenez du temps pour développer votre pensée. Et avec ça, je suis sûre que vous allez tous réussir dans la vie, que vous allez vous accomplir, que vous allez avancer vers vos rêves. Donc si vous avez envie de vous exprimer par rapport à ce que je viens de dire, je vais laisser la parole à ma table ronde. Moi, ce que je voulais dire là, ça s'adresse surtout aux jeunes. Si vous avez l'occasion de faire l'atelier podcast, en fait, la finalité, elle ne réside pas dans le podcast à la fin. En fait, tout l'intérêt, il se trouve dans les moments où vous allez partager avec les jeunes, à vous confier, à vraiment dire des choses hyper sincères, hyper intimes, que vous n'aurez pas eu l'occasion de dire. Parfois, vous passez vos journées à côté sans même vous parler. Vous vous rendez pas compte des gens géniaux à côté de qui vous pouvez passer, les discussions hyper profondes que j'ai pu avoir avec Vladi, Colline, Darina, Alina, alors qu'on n'aurait pas eu cette occasion si on n'avait pas fait cet atelier. Ça m'a énormément apporté et surtout, en fait, votre voix, elle est importante. Vous avez des choses à dire. Vous avez une vision du monde qui est particulière due à ce que vous avez vécu. Et elle est intéressante. On se doit... C'est pas parce qu'on nous stigmatise, qu'on nous marginalise, qu'on peut pas occuper l'espace public et médiatique, qu'on peut pas déferler tout ce qu'on pense et nos idées, parce qu'elles sont intéressantes. Et on a une voix, il faut l'utiliser. Et si vous ne l'utilisez pas pour vous, utilisez-la pour les gens qui n'en ont pas, pour les réfugiés politiques, les victimes de génocide, tous ces gens qui ne peuvent pas exprimer leur voix. Vous avez ce pouvoir, alors faites-en bon escient. En fait, moi, j'ai la même idée parce que je pense que l'échange, c'est bien un cadeau, dans le sens où on peut pas seulement se libérer, libérer ses émotions, ses sentiments, ses messages, ses peurs, ses douleurs, etc. Mais aussi, on peut recevoir des informations précieuses, on peut recevoir des opportunités. Aussi, les portes, ils s'ouvrent directement quand on partage nos idées avec les gens. Et je pense que c'est vraiment très important de créer les liens entre les gens en échangeant nos idées. Pour moi, l'échange, c'est un peu une forme de liberté. Ça permet de cibler ce qu'on veut dire, ce qu'on veut passer comme message, et ça permet d'avoir des informations qu'on n'a pas forcément, de sortir de nos connaissances à nous et de nos croyances limitantes et apprendre de l'autre. Du coup, l'échange, c'est vraiment le partage et la liberté. Moi, je trouve que c'est plutôt bien et c'est important parce qu'il y a des jeunes, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a ou forcément des épreuves compliquées qu'on peut avoir aussi, mais on est quand même bien entouré, on ne peut pas dire qu'on est mal entouré et que les gens nous détestent, etc. Souvent, au foyer, on est bien entouré par les éducateurs et c'est plutôt cool. Donc l'échange, moi, il m'a apporté beaucoup parce qu'il y a certaines choses que je ne voyais pas avant, que maintenant je vois. Tout ça, c'est vraiment génial, mais il faut aussi mettre les conditions pour lesquelles c'est possible de communiquer et de partager tout ça.
Les foyers c'est super, les éducateurs c'est super aussi, mais ils travaillent avec des gamins qui ont probablement, majoritairement, été traumatisés à mort. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des foyers qui ont pris cher quand même. Donc il faut aussi prendre en compte que les éducateurs ont une charge mentale de travail extrême. Donc les trier aussi, c'est important. Ils ont aussi besoin d'être assez empathiques pour pouvoir éduquer les gosses. Merci. Et merci Pauline. Juste par rapport à l'échange, je voudrais rajouter que pour moi, tout peut se dire. À partir du moment où on arrive à trouver les mots, avec les jeunes, parfois, on a du mal à s'entendre parce qu'il n'y a pas la forme, on comprend que c'est difficile. Mais juste faire l'effort d'essayer de formuler correctement. C'est très facile de dire de ne pas être dans l'agressivité, dans l'injure. À partir du moment où tu viens avec un message, en étant très négatif, en étant dans l'injure, c'est plus compliqué de te faire entendre. Complètement. Du coup, tu peux dire tout ce que tu veux à partir du moment où tu arrives à mettre la forme. Et c'est en ça que la liberté, il faut voir tous les sens de la liberté, faire attention à l'autre, peu importe la difficulté. On peut avoir tous les misères du monde, souffrir de tout, mais ça ne donne pas la liberté de se dire, vu que je souffre, je peux faire souffrir l'autre par rapport, pas que la violence physique, mais les mots, c'est très violent aussi. Merci de dire ça, et je pourrais rajouter que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous-même. Et du coup, le meilleur moyen d'affronter tout ça et de vous faire des amis, parce que c'est très important en fait de pouvoir connecter avec les autres, c'est vraiment d'apprendre à utiliser, comme je disais, le langage de la meilleure manière possible. Mais ça, faut pas le faire pour les autres, faut le faire pour soi. Et vous verrez qu'en travaillant sur ça, vous allez vraiment vous épanouir et vous allez trouver toute l'aide dont vous avez besoin autour de vous. Voilà. Merci à tous en tout cas pour cet échange.